COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte pour soutenir les populations vulnérables face aux défis des changements climatiques. La voix du Mali a été portée hier par le Premier ministre par intérim. Dans son allocution, le colonel Abdoulaye Maïga a rappelé les efforts en cours au Mali dans ce sens. Mois de la solidarité à Koulikoro, la fondation Amadou Diadje Sako ADS voit le secours des populations, cela à travers des dons de 2 corbières et de 6 mototricycles. À suivre les détails dans ce journal avec Djemba Moussa Konati. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction Sharm el-Sheikh en Égypte où se tient la COP27. Là-bas, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, s'est adressé aux participants. Il a rappelé les défis liés au climat avant de présenter les efforts en cours au Mali pour soutenir les populations vulnérables. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux Agibou Koulibaly et Mbarakou Maïga. Pour le Premier ministre par intérim, le Mali est engagé dans un processus de transition dont la justification et le contenu reposent sur la nécessaire refondation de l'État afin de répondre durablement aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple. Du haut de cette tribune, je voudrais également vous apporter les salutations amicales et fraternelles du peuple du Mali, ainsi que celles du gouvernement de mon pays, profondément engagé en faveur de la cause du climat, sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. En effet, mon pays, le Mali, est engagé dans un processus de transition dont la justification et le substrat reposent sur la nécessaire refondation de l'État afin de répondre durablement aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple, notamment en matière de restauration de la sécurité, de préservation de la paix, de la cohésion nationale, de la souveraineté, de l'unité et de l'indépendance de notre État. Selon le chef du gouvernement par intérim, le Mali est désireux d'aller vers une transition écologique et énergétique juste et équitable, soutenue par des moyens de mise en œuvre adéquats et conséquents. Dans ce processus irréversible, les hautes autorités du Mali accordent un ordre de priorité élevé aux défis posés par les changements climatiques, en raison de notre vulnérabilité particulière au plan climatique, environnemental et écologique. La COP27 se tient à un moment où le monde est à la croisée des chemins et peine à transformer la promesse des sommets mondiaux successifs sur le climat en dividende des mieux-être et d'une prospérité partagée pour les habitants de notre planète. Elle se tient également à un moment où mon pays, le Mali, un État avec une superficie d'1 231 238 km² et aux 2/3 désertiques, est confronté à de nombreux défis liés au changement climatique. Des défis rendus encore plus ardus par l'accumulation de crises sécuritaires, politiques, économiques, humanitaires et sanitaires. Ces défis et vulnérabilités créent un terreau fertile à la dégradation de l'environnement et son corollaire d'érosion de la résilience des populations, illustré par le phénomène des personnes déplacées internes, des réfugiés, de la migration de masse et de l'exode rural. Le Mali est désireux d'aller vers une transition écologique et énergétique juste et équitable, soutenue par des moyens de mise en œuvre adéquats et conséquents. Cette initiative d'atténuation aux effets des changements climatiques entre dans sa phase de croisière et sera consolidée par les actions vigoureuses contenues dans le plan d'action du gouvernement, qui prévoit en moyenne le reboisement de 100 000 hectares par an, la restauration des terres dégradées du fait de l'avancée du désert et de la dégradation des lits et des berges des principaux cours d'eau dans le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, la reprise des travaux du barrage de Taoussa, ainsi que la construction des centrales photovoltaïques à travers le pays. Et cela permettra au Mali d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Animé de la volonté de diriger les questions environnementales au rang de priorité, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a engagé le gouvernement dès le Conseil des ministres inaugural tenu le 17 juin 2021 à prêter une oreille attentive à l'adaptation
et à l'atténuation des populations au changement climatique. En outre, à l'issue des assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021, des recommandations pertinentes ont été formulées et leur mise en œuvre efficiente permettra indubitablement de renforcer la position du Mali qui demeure un puits de carbone. Pour le colonel Abdoulaye Maïga, la protection de l'environnement dans notre pays remonte de très loin. La protection de l'environnement au Mali remonte à des siècles, tel qu'illustré dans la charte de Kouroukanfouga adoptée en 1236. Le Mali est doté d'un arsenal juridique adapté en matière de réponse aux effets des changements climatiques, comme le cadre stratégique pour une économie verte et résiliente au climat, ou le document contribution déterminée au niveau national, dans lequel notre pays s'engage à une réduction moyenne de 40% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Le Premier ministre par intérim de conclure que nous devons conjuguer nos efforts communs et d'agir ensemble de manière sincère et transparente afin que la présente COP27 ne soit pas une messe de plus, encore moins un rendez-vous manqué pour l'humanité dans la quête de la préservation de la planète Terre et dans notre ambition collective d'assurer un développement durable pour les générations présentes et futures. Sur le plan local, le projet de la nouvelle constitution, le sujet est au centre d'un atelier du parti Yéléma avec ses militants. La session est une initiative de l'Académie Yéléma. Pour plus de précisions, écoutons le président du parti Yéléma, Dr Youssouf Diawara. Il est au micro de Mamadou Fane. Notre formation politique s'est toujours positionnée dans le principe de voir tout ce qui peut faire avancer notre pays et d'y prendre part. Cet avant-projet de la nouvelle constitution nous est parvenu et nous sommes appelés à prendre position, soit à dire oui, soit à dire non. Je pense qu'il est fondamentalement important qu'on puisse d'abord comprendre les dynamiques, comprendre les esprits, comprendre le contenu et pour aussi permettre à nos responsables de mieux se positionner. Et donc c'est autour de ça que nous avons souhaité partager un temps avec ceux qui étaient dans la conception pour mieux comprendre les choses et aider le parti aussi à mieux s'organiser, à prendre sa position. Donc c'est ce qui nous motive aujourd'hui à nous retrouver avec les responsables du parti au plus haut niveau, les jeunes et les femmes du parti, pour nous pencher sur la question. C'est vrai qu'il y a des avancées majeures, il y a des discussions sur un certain nombre de sujets et qui méritent aussi notre attention, notamment les dispositions par rapport au régime. Il fallait être courageux à aller jusqu'au bout. Soit on met un régime présidentiel, et bien sûr avec la suppression de la primature, peut-être à mettre un vice-président pour que le président ait tous ses pouvoirs et avancer. Bon, aujourd'hui, nous avons l'impression que, à ce niveau, on a manqué un peu de courage. Mais comme je l'ai dit, il y a des discussions, il y a des questions sur les doubles nationalités, il y a des questions sur les langues. Et sur toutes ces questions, je pense que le parti a ses positions. Il y a les questions sur la question de justice, le rôle du procureur. Il y a énormément de sujets aujourd'hui de débat. Je pense que c'est des avancées et sur lesquelles on va se pencher. Et le parti va sortir avec ses positions. Parvenir à identifier en commun les enjeux majeurs de la paix au Mali tout en favorisant la capitalisation de la méthode non violente de gestion des conflits interreligieux, c'est l'objectif de la rencontre initiée par le Bon Samaritain. La rencontre vise à promouvoir le dialogue interreligieux et le vivre ensemble pour l'émergence d'une paix durable au Mali. Le reportage est signé Alou Séni Touré. Apprendre à se connaître et dépasser les clivages religieux pour parvenir à une paix sociale dans un pays apaisé, tel est le but du dialogue interreligieux que l'ONG Le Bon Samaritain et son partenaire l'aide de l'Église norvégienne veulent promouvoir. C'est une façon pour les religieux chrétiens et musulmans de participer au débat sur la paix et le vivre ensemble. Notre intérêt pour de tels forums, c'est d'amener l'unité, la cohésion sociale, la paix et éviter la chose la plus grave comme la guerre des religions. La paix n'a pas de prix. Dans nos milieux chrétiens et musulmans de Tombouctou, si tu formulais le vœu que Dieu nous donne la paix, les gens ils ne disaient rien. Parce qu'il y avait tellement de paix que ça va de soi. Mais aujourd'hui,
Même si c'est le diable qui se présente, dit que Dieu nous donne la paix, on se précipite de dire Amen. Fidèle à sa doctrine et ses habitudes, l'aide de l'Église norvégienne s'est décidée à accompagner l'initiative. Parmi nos actes d'intervention, nous avons la consolidation de la paix et la cohésion sociale et surtout le travail avec les acteurs de foi. Donc tout ce qui est dialogue interreligieux, c'est vraiment quelque chose qu'on appuie. L'atelier privilégiera entre autres les relations religion et paix, religion et politique et enfin l'émergence des alliances interreligieuses. Lutter contre l'insécurité et la délinquance juvénile, c'est bien la mission que s'est assignée l'association Djigia Mali. Pour cela, elle a organisé une conférence de débat. La rencontre sert également de cadre pour rappeler les dangers liés à la prolifération des armes légères et des petits calibres. Reportage signé Bokari Koulibaly. La prolifération des armes légères et des petits calibres constitue un danger pour la couche juvénile. C'est conscient de cette réalité que l'association Djigia Mali, en tandem avec le secrétariat permanent de lutte contre les armes légères et des petits calibres, initie cette conférence débat. Une rencontre qui vise à sensibiliser les participants sur les méfaits des armes légères afin d'endiguer la délinquance juvénile. L'objectif recherché, c'est de sensibiliser les gens dans le cadre des armes légères et ils vont sensibiliser d'autres personnes à leur tour. Nous incitons cette population à aller faire le dépôt volontaire, surtout en allant vers la sensibilisation et donner une vraie information à cette population. Les fabricants d'armes cette année, avec l'état-major général des armées, nous avons pu trouver 100 postes. L'initiative est saluée par la municipalité de la commune 4. Elle appelle les autorités à s'impliquer davantage dans cette lutte. Parce que si les autorités ne s'impliquent pas pour non seulement l'éducation, la citoyenneté, mais aussi l'emploi de ces jeunes-là, c'est sûrement une bombe à retardement. Pour rappel, l'association Djigia Mali est un groupement de jeunes leaders engagés dans la lutte contre l'insécurité, la délinquance juvénile, entre autres. Pour améliorer les conditions d'études des enfants, la Rotary International Bamako a doté l'école fondamentale de Ngolobougou dans la commune de Kalabankoro des tables bancs. On en sait plus avec Mohamed Sankare. Cette remise des tables bancs à l'école fondamentale de Ngolobougou, premier et second cycle, dans la commune de Kalabankoro, répond à une sollicitation de l'école auprès des Rotary Club International Bamako pour l'amélioration des conditions d'études des élèves. Elle vient à point nommé car l'école fait face à une pléthore de plus de 800 élèves répartis entre 13 salles de classe. J'ai un sentiment de fierté d'avoir accompli une des missions qui était très chère pour moi. C'est de voir mes élèves souvent assis à terre pour suivre mes cours. Je suis très honoré et très content pour ça. Je remercie le Club Rotary International pour ses gestes humanitaires. Cette action humanitaire du Rotary International Bamako entre dans le cadre du 5e axe stratégique de l'association consacrée à l'alphabétisation et l'éducation de base. À travers cet appui, nous voulons nous permettre nos enfants pour avoir un apprentissage inclusif, équitable et surtout de qualité. Nous espérons que cette donation augmentera le nombre d'admis aux examens. Le président du district 901 de l'association a rassuré que le club va poursuivre ses appuis à l'école pour l'amélioration des conditions d'études des élèves. Le projet à promouvoir l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs au Mali à travers les médias et les organisations de la société civile touche à sa fin. Pour l'occasion, un atelier de capitalisation est organisé par les initiateurs en vue d'évaluer les acquis et défis des 10 projets. Mariam Koulibaly. Instauré en décembre 2021, le projet promouvoir l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs au Mali à travers les médias et les organisations de la société civile est une initiative de l'ONG Journalistes pour les droits humains. L'objectif est d'outiller les participants à aborder de manière responsable les questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Qui peut mieux parler, n'est-ce pas, de la SRPF que les journalistes formés, qui peut mieux sensibiliser et convaincre les cibles mieux que les journalistes, parce que quand on attend à la radio, quand on voit à la télé, quand on lit dans un journal,
On dit voilà, j'ai lu, j'ai entendu. Donc les gens sont prêts, n'est-ce pas, à suivre ces informations. La présente rencontre, qui met ainsi fin à la première phase du dit projet, vise à élaborer un bilan, capitaliser les bonnes pratiques et enregistrer les recommandations après une année d'exécution. Ça a permis pendant toute l'année de faire en sorte que dans toute la presse, les questions de santé sexuelle et reproductive soient traitées sous toutes les facettes, soient traitées avec y compris les aspects qui heurtent nos cultures, mais de façon vraiment à ce que ça soit compris et que les gens puissent se prononcer dessus. Leader dans le développement des médias au Canada, l'ONG Journalistes pour les droits humains se donne comme mission d'outiller les journalistes à couvrir les questions relatives aux droits humains et à la bonne gouvernance de manière objective et efficace. Bonne initiative. Dans la capitale des rails, plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2023 du projet de financement inclusif des filières agricoles au Mali, projet inclusif ACAI. Le projet a tenu lundi dernier son 4e comité régional de concertation. La rencontre vise à partager avec les participants les rapports d'activité du programme de travail et budget annuel 2022-2023 en vue de leur validation. On en sait plus avec ce reportage de Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Au cours de cette rencontre, il est question de faire le bilan des activités réalisées par le projet inclusif dans la région de Caille entre janvier et septembre 2022. Aujourd'hui, nous avons sur la composante A, nous avons capacité 734 groupes démunis. Et nous avons, en termes d'épargne, nous sommes à 715 millions de francs CFA. Et en termes de crédit accordé aux groupes démunis au niveau de la région de Caille, nous sommes à 2 milliards 600. Au niveau de la composante B, nous avons mis en œuvre un plan d'affaires 4P, 11 plans d'affaires sur la contractualisation simple. Le taux d'exécution varie suivant les composantes entre 100% et 90%. Il est également prévu pendant cette rencontre la validation du budget prévisionnel 2023 du projet inclusif dans la Cité des Rails, estimé à 3 milliards 344 millions de francs CFA. Le projet de financement inclusif des filières agricoles, projet inclusif, a pour vocation d'aider les populations à leur installation ainsi qu'à la création d'emplois et de richesses. Pour nous, tout ce qui contribue à donner plus d'opportunités aux populations sont des questions qui concernent le conseil régional au premier point. Et sur ce plan-là, le conseil régional se fait porteur du projet. Rappelons que les activités du projet inclusif s'articulent autour de 3 composantes relatives au développement des services financiers ruraux, aux investissements productifs dans les filières, ainsi qu'à la coordination, au suivi-évaluation et à la gestion des savoirs. Restons à Caille, toujours où a lieu l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil de la jeunesse, antenne locale. Moriba Keïta pour les détails. Les jeunes venus des régions de Caille, Kita et Nioro du Sahel ont échangé au cours de cette Assemblée générale extraordinaire autour de 3 points, à savoir l'organisation du Forum régional de la jeunesse en partenariat avec les ressortissants de Caille en France, la problématique de prolongement du mandat du Conseil régional de la jeunesse de Caille et ses démembrements, entre autres. Pourquoi la prolongation du mandat? Parce que compte tenu de la situation sécuritaire du pays, nous nous sommes dit qu'il faut vraiment trouver une solution parce que les renouvellements des instances de base ne pourront pas se tenir à la date indiquée en principe. La fin de ce mois d'octobre, peut-être demain sur le 31, la fin du renouvellement des instances de base. Donc nous nous sommes dit qu'avant l'expiration du délai, il faudra que nous nous réunissons, comme le texte l'a dit, vraiment de préparer une assemblée extraordinaire pour pouvoir convier tous les représentants des cercles dans les différentes localités pour qu'ils viennent afin qu'on échange sur ces points-là. Dans son intervention, M. Domo a mis l'accent sur l'union sacrée des jeunes de Caille, Kita et Nioro pour le développement de leurs différentes régions. C'est seulement dans l'unité, dans la cohésion qu'ils peuvent aller très très loin. Sans ces idéaux vraiment d'unité, moi je pense que tout ce qu'ils vont entreprendre vraiment serait très très difficile. Le prolongement du mandat des instances par consensus a constitué l'un des temps forts de cette Assemblée générale extraordinaire du Conseil régional des jeunes de Caille.
Autre titre de ce journal, la fondation Amadou Djadje Sako ADS fait de nouveaux heureux à Koulikoro. Elle vient de faire un don de 2 corbières et de 6 mototricycles à la population de Koulikoro. Ce don a coûté environ 73 millions de francs CFA à la fondation ADS qui dit l'avoir inscrit dans le cadre du mois de la solidarité. Reportage depuis Koulikoro, Djemba Moussa Konate. 2 corbières flambant neufs et 6 mototricycles pour un coût d'environ 73 millions de francs CFA. C'est ce don que vient de faire le PDG de la fondation Amadou Djadje Sako ADS à la population de Koulikoro. Les corbières sont destinées à la grande mosquée de Koulikoro et de Sirakoro-Meguetan. Faire des gestes aux nécessités pendant le mois de solidarité est une tradition pour la fondation. J'ai constaté que beaucoup de mosquées ne possèdent pas de corbières. C'est pour cela que j'ai orienté mon appui cette année vers les mosquées. Je ne compte pas m'en arrêter là. Les mototricycles servent à faciliter la mobilité des bénéficiaires, une manière pour moi de lutter contre l'exclusion. Les mots me manquent. ADS vient d'essuyer mes larmes. Je n'avais aucune ressource pour acheter un moyen de déplacement. Que le donateur en soit remercié. Les autorités communales et administratives, les leaders religieux ainsi que la population ont tous salué ce bel exemple de solidarité. La joie est immense, qu'on ne peut pas être joyeux plus que ça. Ces corbières que vous voyez aujourd'hui et ces tricycles magnifient à plus d'un la solidarité si présente que la population malienne consent depuis des temps immémoriaux. Le donateur a promis d'apporter un appui financier aux mosquées de Koulikoro. Identifier des services publics à travers le drapeau national, c'est à cet exercice que s'est attelé le gouverneur de la région de Gao en instituant la rotation de la montée des couleurs dans les services publics tous les premiers lundis du mois. Après le gouvernorat, la direction régionale de la jeunesse et des sports, c'est au tour de la direction régionale de développement social d'accueillir ce lundi la cérémonie. Reportage Sambaré Haïdara. Instaurée par les autorités de notre pays, la montée des couleurs tous les premiers lundis du mois est pleine de sens. À Gao, à travers cette initiative, le gouverneur a voulu inciter les chefs de service de la région à hisser le drapeau au sein de leur structure sérieusement touchée par l'occupation de 2012, d'une part, et cultiver une action républicaine, la montée des couleurs, d'autre part. La symbolique, c'est vraiment de renforcer la citoyenneté à l'égard de notre pays, à l'égard du drapeau, la symbolique du drapeau, et aussi ça permet aussi de renforcer la cohésion entre les cadres de la région. La direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Gao est le 3e service à abriter cette cérémonie tournante entre les différents services de la région. Quand les populations voient que le premier lundi de chaque mois, les cadres se retrouvent pour monter le drapeau au niveau de chaque service, ça leur dit que le Mali est sur la bonne voie et que chacun à son sein doit cultiver cet esprit. Cette traditionnelle montée des couleurs tous les premiers lundis du mois est désormais inscrite dans l'agenda des cadres et responsables des services publics et parapublics de la 7e région. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, sur ORTM 1.